11 généraux alsaciens et Vichy. C'est un thème forcément très intéressant pour nous autres Alsaciens. Jean-Claude Streicher, vous êtes journaliste. Hein. J'étais. Voilà, en retraite maintenant. Mais toujours historien. Toujours historien. Depuis l'âge de 20 ans. 11 généraux alsaciens et Vichy. Vous prenez comme ça certains portraits de généraux, la plupart du temps toujours alsaciens. Sauf que Maxime Weygand, qui est le premier dans la liste, n'est pas alsacien. C'est un enfant naturel. Et lui, il va avoir un destin assez particulier. Il va signer de l'armistice avec Pétain, quoi. Le général Weygand s'est retrouvé le bras droit du maréchal Pétain dès le début de l'État français, quoi. Même déjà dans le gouvernement Reynaud, quoi. Hein. Et alors, il s'est cru longtemps alsacien, avec un nom comme ça. Hein. Il s'est cru longtemps alsacien jusqu'à après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Et en réalité, il était un enfant naturel de la sœur du roi des Belges, fils naturel qu'elle a eu avec un général belge qui l'avait accompagné au Mexique, comme. Autre portrait, celui de Eugène Mitterlauser. Il est né à Lauterbourg et lui, dans les années 40, il souhaite lutter avec les Anglais. Voilà, il est vraiment de ce côté-ci. Et en juin 43, les Allemands vont dire de lui qu'il est dangereux pour le Reich. Et pourtant, lui participe aussi à un moment ou à un autre au gouvernement de Vichy. Il était déjà général en 1918. Hein. Un ancien du Conseil supérieur de la guerre français. Il est resté dans la zone libre après l'armistice et bien sûr tous ces gens-là, ils ont continué d'être surveillés par les services allemands et comme beaucoup d'autres, il a été catalogué comme ennemi de l'Allemagne. D'ailleurs comme le général Frère. Alors lui carrément, les Allemands sont venus le chercher pour l'interner au camp de Struthof où il est mort. Hein. Alors 11 généraux alsaciens et Vichy, on a tendance à se dire qu'ils sont tous pétainistes en lisant juste le titre. Est-ce exact? Hein? Oui, ils ont été pétainistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour une collaboration militaire avec l'Allemagne. Ils étaient tous opposés à une entrée en guerre de la France contre l'Angleterre. Ils sont restés profondément anti-allemands et ils étaient certainement pas de gauche, ils étaient certainement pas communistes. Ils étaient partisans d'un État fort, discipliné, mais qui prépare secrètement la revanche, la libération du territoire, exactement un peu comme les Allemands l'avaient fait en 1918 avec le général von Seeckt. Hein. Voilà, c'est ça un peu le paradoxe de ce livre, c'est qu'ils sont pétainistes, ils participent pour la plupart au gouvernement de Vichy, mais ils sont pour un retour à la France. Vous êtes vous-même pétainiste pour avoir écrit ce livre? Écoutez, habituellement je traite des sujets un peu nouveaux, quoi. Mais c'est plus pétainiste que gaulliste, c'est ce que je veux dire. On est sur. S'ils sont restés dans la zone libre, s'ils ont exercé un rôle plus ou moins important dans l'État français, c'est qu'ils n'étaient pas gaullistes. Hein. Ils étaient gaullistes. Pour être allé à Vichy, on n'est forcément pas gaulliste. Hein. Non. Voilà. Non. Et vous? Et vous? Moi? Je m'attendais à cette question. Alors je vais vous dire, oui, je suis pétainiste puisque j'ai assisté au meeting de Sarkozy le 1er mai 2012. Hein. Ce meeting a été qualifié de meeting pétainiste. Mais vous n'êtes pas gaulliste. Le 18 juin 40, le général de Gaulle est un dissident, et c'était ultra minoritaire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont suivi. Hein. Et donc, le maréchal Pétain, mais même le maréchal Pétain lui-même n'était pas... Il était anti-allemand, il était anti-Bosch. Il couvrait leur activité secrètement. Enfin, il couvrait leur activité, quoi. Hein. Pétain, c'est la question juive. Donc on se retrouve quand même dans ces années 1940 avec des lois scélérates. Oui, celle de début octobre, du 3 octobre 1940, qui est effectivement une loi d'initiative française, d'initiative vichiste, mais s'ils l'ont sorti, ils croyaient, enfin, c'est la thèse que j'invente pas, hein, que j'ai retrouvée chez pas mal d'auteurs, hein, ils pensaient à ce moment-là qu'on en aurait, que ça suffirait, quoi, hein, pour calmer l'occupant nazi, quoi, hein, pour être à peu près. Donc pour calmer l'occupant nazi, on fait des lois anti-juives. Après, les lois suivantes ont été, enfin, les réglementations,
les rafles, tout ça, c'est d'initiative allemande, hein. C'est à la demande. Mais comme vous le précisiez, les premières lois sont d'origine française. La première, elle est d'origine, oui, elle est d'initiative française, oui. C'est Alibert qui était le ministre à l'époque, le garde des Sceaux, quoi, hein, je crois, oui. Mais quand vous me dites, Jean-Claude, que vous êtes pétainiste, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut... c'est la question. Mais c'est la question. Comment est-ce qu'on peut être pétainiste? Je suis pas pétainiste. J'ai dit que j'étais pétainiste dans la mesure où j'ai été au meeting de Nicolas Sarkozy. Mais vous défaussez, là. On l'est ou on l'est pas. Maintenant, je suis pas pétainiste. Je vais pas au-delà de ce que ça avait écrit François-Georges Dreyfus dans son livre sur le régime de Vichy, hein. En tant que gaulliste, lui, il a quand même été obligé de reconnaître que pour certains côtés, c'était un bouclier. Merci à vous, Jean-Claude Streicher, 11 généraux alsaciens et Vichy. Vous en ferez votre propre